Avant de commencer, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de m'appeler pour obtenir mes diagnostics et conseils dans le lien en description. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler plusieurs dimensions de la psychologie féminine pour appréhender de manière beaucoup plus efficace et subtile l'art de la séduction. Si vous avez souvent eu l'impression d'être invisible ou inefficace, cette exploration vous permettra de transformer votre approche. Gardez à l'esprit que nous aborderons principalement des phénomènes généraux qui nécessitent une certaine nuance en fonction du profil de la femme que vous souhaitez séduire. Comprendre ces nuances et savoir les appliquer en pratique sera le cœur de la deuxième partie de mon exposé. Restez donc avec moi jusqu'à la fin pour découvrir comment personnaliser et affiner votre stratégie de séduction en fonction des éléments généraux que j'exposerai dans la première partie. Voici donc la question qui va nous animer tout au long de cette vidéo. Qu'est-ce que les femmes, consciemment ou inconsciemment, attendent de vous et comment répondre à ces attentes pour maximiser vos chances de les séduire? N'oubliez pas de liker, partager et surtout, et c'est le plus important si vous voulez soutenir ma chaîne, de commenter. Allez, commençons sans plus tarder. Commençons d'ailleurs par le fonctionnement général de la psychologie féminine du point de vue de l'homme. L'idée de cette partie, c'est de vous expliquer les différentes erreurs que commettent les hommes avec les femmes du fait de leur méconnaissance de la psychologie féminine. 1. Le quotidien d'une femme avec les hommes médiocres. Les femmes, attirantes ou pas d'ailleurs, sont souvent entourées des hommes puérilement dévoués sans pour autant incarner la moindre valeur ou même offrir une réelle valeur dans sa vie au-delà de la gentillesse vide accessible à tous. Ces hommes leur offrent une admiration sans borne, sans pour autant recevoir en retour. Ils font don de leur être alors même qu'ils n'obtiennent même pas un sourire sincère en guise de remerciement. Quel homme de valeur, jouissant d'une abondance au moins relative, ferait preuve d'un tel zèle et d'un tel dévouement face à une femme qu'il ne connaît même pas, en refusant de les flatter ainsi, à la fois videment et quantitativement comme le fait la majorité des hommes désespérés du fait de leur misère sexuelle et affective, vous vous démarquez immédiatement et devenez plus attrayant. C'est presque mécanique et statistique. Si par essence, elle remarque que l'homme médiocre se comporte comme la majorité des hommes le font, et que ce comportement est le témoin de la médiocrité de cet homme, cela veut donc dire que l'homme qui ne se soumet pas à ces comportements puérils de masse est sûrement au-dessus de cette médiocrité. Il est probable qu'il y ait un secret en lui à percer pour comprendre d'où vient ce manque de médiocrité si commun à la majorité des hommes. Croyez-moi, même quand les femmes ne le conscientisent pas, elles ressentent tout cela immédiatement et profondément. Beaucoup de femmes marchent à l'intuition. Et l'intuition, ce n'est pas un concept aussi niais que l'on pourrait le croire. C'est l'accumulation des expériences passées que le cerveau stocke, si on peut le dire ainsi, au fond de lui-même et qu'il conscientise l'espace d'un fragment de seconde pour nous envoyer le message à notre partie consciente du cerveau nous permettant de conclure par le pressentiment si une situation est bonne ou mauvaise. En ne vous soumettant pas au modèle comportemental de la majorité des hommes médiocres et ordinaires, et surtout désespérés, vous allez mécaniquement lui créer une intuition positive. Cette intuition positive accouche, en général, d'un sentiment d'intrigue à votre égard. Et il n'y a pas plus efficace, plus optimal que de générer ce sentiment d'intrigue chez la femme pour développer sa stratégie de séduction envers elle au mieux. Cela crée un contraste saisissant qui peut susciter un intérêt particulier. Ne soyez pas donc dans le besoin et le désespoir comme le sont malheureusement la majorité des hommes. Quand vous ne vous soumettez pas à cette admiration sans borne dont font preuve la plupart des hommes, mécaniquement, vous sortez du lot. 2. Répondre aux attentes de l'hypergamie. Bon, pour faire simple, le schéma relationnel traditionnel largement en vigueur encore aujourd'hui est le suivant. La femme va chercher la sécurité tandis que l'homme, lui, recherche la fertilité. Autrement dit, la beauté et la jeunesse, qui sont les preuves les plus concrètes de la fertilité d'une femme aux yeux des hommes. Qu'est-ce que cela implique pour les femmes? Eh bien, la femme va rechercher un homme qui, en fonction de son statut social, incarne la sécurité. Les études sociologiques, elles montrent que plus une femme est haut dans la sphère sociale, plus elle sera sensible à la puissance économique et intellectuelle de l'homme. A contrario, une femme issue d'un milieu populaire aura tendance à favoriser la puissance, notamment physique. Donc là, l'idée, ce sera de cibler la femme adaptée à vos qualités masculines et de théâtraliser, autrement dit de mettre en avant de façon subtile, la valeur masculine que vous incarnez par ces qualités. L'aspect culturel et géographique est également très important. Globalement, moins le féminisme est présent, plus l'aspect économique prend le pas sur la beauté de l'homme. Si vous allez en Asie du Sud-Est ou en Europe de l'Est, la sécurité financière est largement plus importante pour être attractif auprès des femmes qu'en France. Ce qu'il faut le comprendre par ailleurs, et on le verra un peu après, c'est qu'il y a plein de qualités comportementales et psychologiques qui renvoient
à ce statut social supérieur. Il n'y a pas besoin d'être plein aux as pour incarner la sécurité même financière. Il y a plusieurs qualités personnelles comme l'assurance, la compétence, l'ambition, le style, le goût, et globalement, pour séduire, il est crucial de montrer des signes de succès et de potentiel. Mais donc, pour répondre à cette demande hyper gamme des femmes, si on peut le dire ainsi, il est important de montrer sa supériorité par rapport à cette femme. Parce que les femmes, globalement, cherchent un homme qui les domine. Ça ne veut pas dire les dominer par le pseudo-patriarcat, c'est-à-dire les dominer soit économiquement, soit intellectuellement, soit physiquement du point de vue de la force physique, n'est-ce pas? Et il y a toute une stratégie potentielle de mise en avant de cette domination de l'homme sur la femme que l'on peut mettre en œuvre et qui est très efficace pour construire sa valeur et son image auprès des femmes. Et on va le voir un peu après. Justement, 3. Façonner sa valeur et sa rareté par la manipulation émotionnelle. Donc là, je ne m'en cache pas, on entre au fin fond de la manipulation psychologique. Je vous préviens puisque plusieurs tartuffes en profitent souvent pour s'offusquer lorsque je vous enseigne l'art de la manipulation des femmes, alors qu'en réalité, toute interaction sociale se construit, au moins relativement, par la manipulation. Et dans le cadre de la séduction, elle est au cœur du mécanisme, quoi qu'on en dise. L'homme ne peut pas dandiner son cul pour séduire les femmes, n'est-ce pas? Sa plus grande arme, c'est la psychologie. L'homme séducteur est un manipulateur, c'est un fait évident, si on veut bien aller au-delà de la petite moraline candide. Manipuler l'autre pour le séduire n'est d'ailleurs pas forcément une mauvaise chose, même d'un point de vue moral. C'est la différence entre le moyen et la fin. Le moyen, c'est la manipulation. Mais si la fin, c'est de séduire une femme que l'on aime profondément, je ne vois pas, même d'un point de vue moral, où est le problème. Bref, ce que je veux dire dans cette partie, c'est que la rareté rend fou. Il rend fou l'individu en général, et également, et c'est très profond, la femme dans la dynamique de séduction. Globalement, on le voit dans notre société marchande. Plus un objet est rare, plus les individus sont prêts à se le procurer à des prix très élevés, voire délirants comparés à la valeur réelle, intrinsèque de cet objet. Vous, en tant qu'homme séduisant, vous devez être cet objet pour lequel les femmes seront prêtes à de réels investissements. J'entends par là investissement en termes de temps et investissement émotionnel. Pour incarner cette rareté, il n'y a pas 1000 façons d'y parvenir. Vous devez être ou paraître au moins relativement convoité. Ne pas vous donner facilement et vous montrer distant. Il s'agit de faire tout cela avec mesure et intelligence. Il faut trouver le juste milieu entre ces moments où vous procurez des émotions folles à la femme convoitée et ceux où vous disparaissez de façon très brute pour créer des cassures émotionnelles, des contrastes saisissants et profonds. Il n'y a rien de plus frustrant et addictif que les choses dont on jouit avec plein d'acuité à un moment avant que cette chose que l'on possédait disparaisse. Je vais d'ailleurs faire une analogie pour que vous compreniez bien. Quand Bernard Tapie vendait des télévisions au début de sa carrière, dans les années 60 il me semble, il prêtait gratuitement ses objets de consommation pour que les potentiels clients jouissent du plaisir que procure cette télévision. Puis il revenait, leur proposant de payer pour garder la télévision ou de simplement l'abandonner. Et je vous laisse imaginer ses succès en termes de vente. Les gens ne voulaient pas se séparer d'un objet dont ils ont joui. Non, ils voulaient le garder à tout prix. Pour rendre accro une femme, vous devez faire pareil. Alterner entre le chaud et le froid, créer des réelles montagnes russes, lui procurer le plaisir, mais sur un espace court, déterminé, avant de vous retirer, la laissant dans l'incertitude déstabilisante de ne pas savoir si elle aura de nouveau la chance ou non de vous retrouver. Croyez-moi, cette technique est terriblement efficace. J'en ferai une vidéo entière un jour. Donnez beaucoup et reprenez tout, puis redonnez-lui ce qu'elle a perdu. Si elle le mérite, et seulement si elle le mérite. Mesurez vos offrandes en fonction de son mérite. Pour être perçu comme rare et précieux, il est important de doser votre présence et votre attention. Ne soyez pas toujours disponible. Utilisez le principe de rareté pour accroître votre valeur perçue. 4. Incarner la sécurité par la classe. La sécurité physique et émotionnelle est un besoin fondamental pour beaucoup de femmes. Montrez que vous pouvez offrir cette sécurité à travers votre posture, votre apparence soignée et votre assurance. La première chose que vous allez dégager chez l'autre, ce sera lié à votre posture, votre ton de voix, vos gestes et votre style vestimentaire. Il faut que tous ces éléments respirent la sécurité et l'assurance. Cela implique globalement 3 choses élémentaires. Avoir de la confiance en soi, de l'intelligence sociale et du goût. Mais parmi ces 3 éléments, je considère que le plus décisif, c'est l'intelligence sociale. L'intelligence sociale, on peut la définir comme la capacité de comprendre, de naviguer et de gérer efficacement les interactions humaines et les dynamiques sociales en utilisant des compétences telles que l'empathie, la perception sociale et la gestion des relations pour s'adapter aux contextes sociaux. Un homme avec une intelligence sociale, donc, il est capable de comprendre les attentes des femmes. Il va savoir adapter ses vêtements, sa gestuelle, son humour, sa posture et ses mots en fonction de la fille face à lui.
Par son intelligence empathique, il déduit ce que la fille attend de lui. Par ailleurs, par la compréhension de l'autre, vous allez être capable de générer de l'humour. L'humour, ce n'est jamais qu'une transgression audacieuse. Mais pour transgresser sans être gênant, il faut comprendre le contexte social. 5. Être compétent, ambitieux et ou au devant de la scène. Les femmes sont intrinsèquement attirées par les hommes compétents et ambitieux. Cette attirance transcende les simples critères de beauté ou de charme superficiel. Elle touche à une admiration plus profonde, presque instinctive, pour la compétence et l'ambition. Dans le vaste théâtre des relations humaines, la compétence est une démonstration éclatante de maîtrise et de savoir-faire, des qualités qui évoquent la sécurité, la stabilité et la capacité à surmonter les obstacles de la vie. Dans un monde chaotique et sans contrôle, l'homme qui contrôle son être, le développement de son être et son environnement est extrêmement attirant. Un homme compétent, ce n'est pas seulement un expert dans son domaine, il est un symbole de résilience et de persévérance. Vous l'avez peut-être remarqué, les hommes créatifs ont souvent beaucoup de succès auprès de la gente féminine. D'un point de vue évolutionniste, l'homme qui a pu développer bien plus que les autres sa créativité, c'est celui qui dispose de ressources suffisantes pour disposer du temps disponible au développement de sa créativité. L'ambition, elle incarne le désir ardent de se dépasser, de conquérir de nouveaux horizons et de laisser une marque indélébile, si ce n'est sur le monde, au moins sur son entourage. Et ce désir de conquête du monde peut souvent être lié au rêve. Un homme ambitieux, c'est un homme qui fait rêver les femmes. Car elles savent que, en entrant dans la vie de cet homme, elles vont améliorer leur propre existence et que cet homme sera capable de lui offrir de nombreuses aventures palpitantes. L'ambition, elle est le moteur des grandes réalisations et le catalyseur des transformations personnelles. Un homme ambitieux, il est perçu comme un visionnaire, quelqu'un qui ne se contente pas de l'ordinaire, mais qui aspire à l'extraordinaire. Cette quête incessante d'amélioration et de succès résonne profondément chez les femmes, qui voient en lui un partenaire capable de les inspirer et de les entraîner dans son sillage. Les femmes sont en réalité des suiveuses. Même si elles disent le contraire du fait d'une certaine idéologie très présente en France, le désir profond d'une femme, c'est juste d'être pris par la main et de n'avoir qu'à suivre la route glorieuse d'un homme grandiose. Par ailleurs, l'homme ambitieux, il domine et maîtrise son environnement. Et c'est sans doute pour ça que dès lors qu'un homme se trouve au devant de la scène, il rencontre un succès directement supérieur auprès des femmes. Il y a une sorte d'admiration pour ces hommes mis en hauteur par la scène, dominant le public des gens ordinaires. Philosophiquement, cette dynamique peut être explorée à travers le prisme de la volonté de puissance décrite par Nietzsche. L'homme compétent et ambitieux est l'incarnation de cette volonté de puissance, un être qui transcende les limitations et qui forge son propre destin. Il est à la fois le créateur et le maître de son univers, une figure qui impose le respect et l'admiration. Vous savez, si je parle d'un point de vue personnel, mon physique est relativement ordinaire. Et vous savez ce que me disait mon ex-copine, par ailleurs très belle? Si tu me plais tant, c'est parce que je ressens en toi une vraie énergie masculine. Réfléchissez un instant à ce qu'elle voulait dire par cela. C'est évidemment lié à tout cela. Vous devez dégager cette énergie masculine de volonté et de puissance. En somme donc, la compétence et l'ambition ne sont pas seulement des atouts séduisants, mais elles sont les piliers d'une aura magnétique qui attire et retient l'attention. Elle transforme l'homme en un phare dans l'obscurité, un guide sûr et inspirant pour ceux qui cherchent à échapper à la banalité et à embrasser l'excellence. 6. Lui faire ressentir le risque de la perte. Bon, j'ai déjà parlé de cet aspect, mais je tiens tout de même à l'approfondir, tant c'est important et cyniquement efficace. Le sentiment de perte potentielle va intensifier l'attachement de manière presque alchimique. Lorsqu'une femme sent que votre engagement n'est pas totalement acquis, cela crée une dynamique de désir et de préservation. Imaginez un tableau délicatement équilibré, où chaque mouvement est soigneusement mesuré pour maintenir cette précieuse harmonie. En laissant planer le doute sur votre disponibilité complète, vous éveillez en elle une vigilance émotionnelle, une attention accrue à chaque interaction. D'un point de vue philosophique, ce concept il trouve écho dans la notion de phénoménologie de l'absence développée par Jean-Paul Sartre. Pour Sartre, l'absence d'un être aimé intensifie la présence de ce dernier dans l'esprit de l'amant. La distance émotionnelle et physique engendre une perception accrue de valeur et de l'importance de la personne absente. Et c'est bien là que se trouve l'élément le plus important. De même, en introduisant de l'incertitude dans vos relations, vous augmentez la valeur perçue de votre présence. L'incertitude bien dosée devient alors un catalyseur pour renforcer l'engagement et la profondeur des sentiments.
Les travaux en psychologie sociale, comme ceux de Robert Cialdini, soulignent que la rareté accroît la valeur perçue. Lorsqu'une femme ressent que vous n'êtes pas entièrement acquis, elle perçoit votre présence comme quelque chose de précieux et de difficile à obtenir, ce qui amplifie grandement son désir de vous conquérir et de vous garder. Cette dynamique est également soutenue par les théories de l'attachement, où la peur de la perte active des mécanismes de rétention et de rapprochement. 7. Créer la tension sexuelle. La tension sexuelle est le fil invisible mais puissant qui relie deux personnes dans un jeu de séduction. Dans une danse délicate, une symphonie de regards, de gestes et de mots soigneusement choisis. La clé est d'apprendre à jouer subtilement avec cette tension, sans jamais basculer dans la vulgarité ou l'excès. Le doute est la clé qui ouvre les portes du désir incontrôlable. Une remarque bien placée, un sourire énigmatique, un contact physique, même léger par les jambes, peuvent allumer une étincelle de désir et d'anticipation. Cette dynamique, elle peut être explorée à travers la dialectique de l'érotisme de Georges Bataille. Pour lui, l'érotisme est un espace de transgression et de mystère, où la tension et l'attente jouent des rôles cruciaux. L'érotisme ne réside pas seulement dans l'acte sexuel, mais dans tout ce qui mène à cet acte. Le processus pour atteindre l'acte est aussi important que l'acte lui-même. Vous savez, c'est comme lorsque vous vous apprêtez à vous taper une queue, pour parler crûment. Si vous y réfléchissez bien, un moment très excitant, c'est celui où vous prenez le temps entre plusieurs options et considérations pour trouver la vidéo qui aura vos faveurs. Et bien dans les interactions, c'est la même chose. Ce chemin vers l'acte ultime est celui qui va créer la profondeur de l'engagement émotionnel, surtout du côté de la femme. Car pour aller jusqu'à l'acte ultime, il y a beaucoup plus d'embûches dans la psychologie féminine que dans la psychologie masculine. Les femmes ont beaucoup plus de pensées limitantes qui les empêchent de se donner facilement. C'est tout un autre sujet. Et ce n'est pas lié qu'à la psychologie, mais aussi à l'histoire, à l'anthropologie, à la pression sociale, etc. Plus globalement, la tension sexuelle, c'est la tension entre ce qui est permis et ce qui est interdit. Le désir et la retenue, qui crée une excitation intense. En cultivant cette tension, vous créez un espace où le désir peut grandir et se multiplier. La tension sexuelle devient alors une force motrice, poussant les partenaires à se découvrir et à se révéler de manière plus profonde. C'est ce dont parle d'ailleurs dans un de ses livres, je ne me souviens plus lequel, de Estelle Perel, où elle évoque, il me semble, l'importance de maintenir une certaine distance et un certain mystère pour préserver le désir et l'érotisme dans une relation. Elle explique que le désir naît souvent de l'espace entre les partenaires, de la capacité à se voir comme des êtres distincts et indépendants, etc. Bref. Ainsi donc, dans l'art de la séduction, il s'agit de maîtriser l'équilibre entre présence et absence, entre tension et relâchement. Ces dynamiques, lorsqu'elles sont bien orchestrées, peuvent transformer une simple interaction en une expérience riche, mémorable, mais surtout incontrôlable du point de vue émotionnel. Et c'est ça que l'on cherche. La tension sexuelle est le risque de la perte pour séduire efficacement une femme. Bon, on va passer à la suite. Déjà, je tiens à vous féliciter si vous avez tenu tout ce temps, car on va désormais évoquer la question des nuances. Vous savez, quand on essaye de penser, on fait toujours preuve de généralité pour générer des modèles, des idéotypes. Mais chaque modèle ayant ses défauts, il faut l'adapter à chaque cas particulier. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant. Si vous aimez cette vidéo jusqu'à présent, n'hésitez pas, je vous le prie, à me le faire savoir en commentaire. Ça me ferait très plaisir et vous le savez, c'est très utile pour le référencement. Passons donc à la partie 2. Tout est relatif en fonction du profil de la femme. Il est essentiel d'adapter votre approche en fonction des caractéristiques spécifiques de la femme que vous souhaitez séduire. Prenez en compte son âge, son statut social, ses origines culturelles, son niveau de confiance en elle et sa psychologie. Tout cela, comme vous le savez, je l'explique dans mon e-book L'art de cibler les femmes que vous pouvez retrouver en description. Bref, parlons déjà du fait d'adapter son modèle de séduction selon les différents critères de la femme que vous ciblez. Déjà, il y a l'âge. Les attentes et les désirs varient considérablement avec l'âge. Une femme plus jeune, souvent dans la vingtaine, recherche généralement l'excitation, l'aventure, la nouveauté. Tant que la femme n'a pas atteint une certaine maturité émotionnelle et qu'elle n'a pas affaire au principe de réalité, j'entends par là faire face à la réalité économique de notre monde et des difficultés qu'elle implique, elle aura tendance à être attirée par la figure du bad boy. Elle est attirée par des expériences intenses, des partenaires qui incarnent l'énergie masculine ultime. Par contre, une femme plus mûre, disons à partir de la trentaine, va valoriser davantage la stabilité, la sécurité et une connexion émotionnelle profonde. Et je vais vous donner un exemple concret. Vous pouvez remarquer que la plupart des femmes qui divorcent et qui se retrouvent mères célibataires, elles vont chercher très vite un deuxième mari qui sera beaucoup plus gentil, consensuel, compréhensif
empathique, voire même plus féminin. Alors qu'en général, le premier mari était l'erreur adolescente ou l'erreur de jeunesse et il incarne une virilité beaucoup plus brute. Et ce n'est pas pour rien, c'est exactement ce que je vous dis. C'est la manière dont évolue le désir féminin en fonction de son âge et de son horloge biologique et de sa maturité émotionnelle. Par ailleurs, même au niveau de la séduction, on ne séduit pas de la même façon une femme plus âgée par rapport à une jeune. Moi, je pratiquais beaucoup, par exemple, en Russie, il y a quelques années, et je me souviens que les Russes de plus de 35 ans, ce qui marchait le mieux, c'était de les complimenter de façon démesurée. Car comme elles doutaient de leur valeur sur le marché des relations hommes-femmes, du fait qu'elles devenaient moins fertiles et moins belles, entre guillemets, même si tout est relatif par rapport à la concurrence jeune, elles appréciaient énormément les commentaires très travaillés, vous voyez. Alors qu'à contrario, si je faisais la même chose avec une femme de 20 ans, bon bah là, je paraissais pour un mec un petit peu bizarre, un peu dans le besoin, dans l'excès, dans la malhonnêteté, vous voyez. Donc voilà, l'âge, c'est un élément important. Ensuite, il faut qu'on parle du statut social. Le milieu social de la femme, c'est un facteur clé à prendre en compte. Une femme qui évolue dans un milieu professionnel élevé, elle va être sensible à des discussions évidemment plus intellectuelles et à des échanges d'idées sophistiqués. Surtout que plus une femme est haut dans l'échelle sociale, en France, j'entends bien en France, plus elle va être influencée par l'idéologie dominante et notamment le féminisme et le gauchisme. Mais même au-delà de ça, elle va littéralement discriminer l'homme médiocre intellectuellement. A contrario, une partie des femmes de milieux populaires, comme on dit de nos jours, mais enfin, disons prolétaires, moi j'aime utiliser les mots qui décrivent la réalité telle qu'elle est, elle aura tendance à mépriser l'homme qui a construit sa valeur masculine sur sa grandeur intellectuelle. Il sera vu comme un pédant, sans virilité réelle, puisque ce type de femme est plus sensible à la virilité physique. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont des études sociologiques. C'est comme si l'intelligence excessive dévirilisait l'homme. Par ailleurs, il est vrai qu'une femme venant d'un milieu plus modeste, elle va plus valoriser la simplicité. Et donc, soit vous devez adapter votre comportement en fonction de la femme que vous séduisez, soit, et ça c'est plus ma position, vous devez cibler les femmes qui seront sensibles à vos valeurs masculines. Si vous êtes un blanc bourgeois de 50 kilos petit et que votre valeur principale c'est le bon salaire et la culture, je vous déconseille d'aller dragouiller dans le centre de Châtelet, vous voyez. Vous m'en donnerez des nouvelles. J'aurais du mal à croire à votre succès. Mais par contre, vous avez vos chances dans d'autres milieux sociologiques. Et ça, je vous le garantis. On doit aussi parler de l'origine culturelle. Les normes et les attentes culturelles, elles jouent un rôle énorme dans la séduction. Si on prend l'exemple des femmes russes, la réussite économique et l'intelligence sont extrêmement valorisées, tout comme les valeurs familiales. A contrario, plus une femme est dans une culture gauchisée, comme la France, plus les valeurs superficielles prennent le pas. Ça me fait penser à une femme de notre famille qui nous présentait son nouveau compagnon et nous posait sans cesse la question « Alors, vous le trouvez beau? Vous le trouvez comment? Est-ce qu'il est beau ?» Et ça, vous voyez, jamais une femme russe ou d'Asie du Sud-Est ne posera cette question à ses proches pour obtenir un avis sur la valeur de son homme, tant elle considère que la beauté masculine est une valeur dérisoire par rapport aux autres aspects masculins. Beaucoup de ces femmes vous diront d'ailleurs qu'un homme n'a pas besoin d'être beau, mais simplement pas repoussant. Mais bon, évidemment, pour tout avantage, il y a une contrepartie. Si vous cherchez une femme relativement traditionnelle ou de culture traditionnelle, de l'autre côté, il faut assumer son rôle traditionnel d'homme. Et ça, il y a beaucoup de Français qui ne sont pas prêts à le faire. Et il faut assumer son rôle traditionnel d'homme, notamment d'un point de vue financier. Et ce n'est pas le tout de vouloir une femme traditionnelle douce et dévouée. Derrière, il faut assumer. Donc si vous êtes du genre à ne pas vouloir prendre sur vos épaules l'entièreté de la responsabilité de la vie de votre femme et de la dureté que cela implique, que ce soit du point de vue de la force de travail ou du sacrifice financier, orientez-vous vers une Française féministe. Si pour vous, le couple, c'est l'accumulation de 2 salaires pour augmenter le niveau de vie commun d'un point de vue matériel et que le couple n'est pas basé sur l'harmonie des différents hommes-femmes, mais plutôt sur une espèce d'amitié égalitaire, bon, bah, vous avez tout ce qu'il vous faut en Occident. Et là, je vous le dis de façon complètement neutre. Je ne vous dirai pas mes préférences personnelles, mais bon, je pense que vous vous en doutez. Parlons aussi de la confiance en soi, aussi très important chez les femmes. Le niveau de confiance en soi d'une femme influence grandement la manière dont elle perçoit et répond à vos avances. Ce que je vais vous dire est largement méconnu des hommes, et je vous assure que c'est une réalité. Il y a des femmes très belles qui, par manque de confiance en elles, ne s'imaginent pas avec des hommes excessivement beaux. Du fait de leur insécurité personnelle profonde, elles ont un besoin fondamental de sécurité. Et lorsqu'elles aperçoivent un homme trop beau, entre guillemets, elles prennent fuite. Car pour elles, un homme aussi beau et séduisant reçoit trop d'offres et ne sera pas fiable. Il la fera forcément souffrir en allant voir ailleurs. C'est donc un petit hack des relations amoureuses que je partage avec ceux qui sont restés aussi loin dans la vidéo. Vous pouvez créer une relation avec des femmes extrêmement belles,
en ciblant celles qui manquent de confiance en elles et qui n'exigent pas d'un homme qu'il soit excessivement beau. C'est cynique, mais je vous le promets, c'est réel. A contrario, une femme avec une grande confiance en elle va souvent favoriser le défi et l'inaccessible. Elle a une telle estime d'elle-même qu'elle pense que tout lui est accessible et qu'elle est en capacité de devenir l'élu de n'importe quel homme, si beau, riche et intelligent soit-il. Pour ces femmes, le plus efficace d'un point de vue cynique, c'est de briser leur ego. Mais j'en ferai une vidéo une prochaine fois car ça devient très long. Globalement, elle sera attirée par les partenaires qui montrent de la détermination et qui ne craignent pas de prendre des risques. Tandis qu'une femme moins sûre d'elle, elle va avoir un besoin de sécurité beaucoup plus fort. Un petit peu comme les femmes divorcées dont je vous parlais. Voyez, une fois qu'elles ont connu le mariage qui n'a pas marché avec un homme trop masculin, elles se dirigent vers l'homme beaucoup moins viril, mais qui apporte beaucoup plus de sécurité. Bon, ce qu'il faut retenir de cette partie, c'est que globalement, chaque femme est unique, et que tout ce dont je parle dans cette vidéo, ce sont des considérations générales. C'est d'ailleurs pour ça que je ne fais pas de formation automatisée. Parce que quand je conseille un abonné qui devient un client, j'analyse en profondeur la psychologie de la femme avec qui il a des relations ou non. J'analyse en profondeur son profil sociologique, ses messages, sa façon de faire, de parler, et je fais exactement le même travail sur l'homme en question d'ailleurs. Et c'est ce qu'il faut retenir. Il faut comprendre toutes ces considérations générales, bien les maîtriser, mais avant tout développer son intelligence sociale pour comprendre les autres. Car chaque individu est unique à sa façon, même si on est régi par des modèles psychologiques généraux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous êtes resté jusqu'à la fin. Si c'est le cas, j'en suis ravi. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, ça me fera très plaisir. C'était les Chroniques du Lion, à la prochaine.